Bismillah. Kraski ne dormit pas cette nuit-là. Il savait que tôt ou tard, Tarzan découvrirait le vol des diamants et qu'il reviendrait demander des comptes. Aux premières lueurs de l'aube, il quitta donc la hutte que le chef leur avait assignée à lui et à Bloober. Il y a une chance sur 1000 pour que j'atteigne seul la côte, songea-t-il, mais le jeu en vaut la chandelle. Il se glissa hors du village et bientôt la jungle se referma sur Karl Kraski. Bloober fut le premier à s'étonner de la disparition de son compagnon. « Tu as vu Karl ce matin » demanda-t-il à Peebles, tandis que les trois hommes se partageaient le brouet fade qui leur avait été apporté pour le petit déjeuner. « Non, répondit Peebles. « Il n'était pas dans la hutte quand je me suis réveillé, dit Bloober. « Il est assez grand pour se débrouiller tout seul, marmonna Troc. Il a dû aller faire un tour. » Cependant, plus le temps passait, et plus l'inquiétude de Bloober grandissait. Si quelque chose était arrivé à Kraski durant la nuit, dans ces villages pourtant amicaux, il pourrait peut-être connaître le même sort. Lorsqu'il s'ouvrit de ses craintes aux autres, ceux-ci furent d'avis de demander une audience au chef. Quand il eut été mis au courant de la situation, à grand renfort de gestes et mots empruntés au dialecte indigène, le chef ne cacha pas sa surprise. Il ordonna aussitôt que l'on se mette à la recherche de Kraski. Bientôt, ses hommes lui apportèrent que celui-ci ne se trouvait pas dans l'enceinte du village, mais qu'ils avaient repéré des empreintes de pas en direction de la jungle. Incapable de déterminer ce qui avait pu pousser le Russe à s'aventurer seul et en pleine nuit dans la forêt, les trois Blancs attribuèrent sa mystérieuse disparition à une crise de somnambulisme, sans plus se préoccuper de lui. Ils se mirent en route vers la côte, sous la protection des guerriers indigènes. De son côté, Kraski suivait la piste qui s'enfonçait dans la jungle, son fusil sur l'épaule et un pistolet à la main. Il avait l'impression de vivre un véritable cauchemar, et plus il avançait, plus la valeur des diamants lui semblait dérisoire en comparaison de l'épreuve qu'il devrait subir avant d'atteindre la côte. Tout à coup, il se trouva nez à nez avec Histar, le serpent qui était suspendu à une branche. N'osant pas tirer de peur d'attirer l'attention d'éventuels poursuivants, il voulut contourner l'animal et s'enfonça dans les fourrés qui bordaient la piste. Lorsqu'il en ressortit, ses vêtements étaient en lambeaux et sa peau lacérée par les épines. Comble de malchance, il était couvert de fourmis rouges dont les innombrables morsures le rendirent vite fou de douleur. N'y tenant plus, il arracha ses vêtements et se frappa avec de grands gestes frénétiques pour se débarrasser des insectes. Puis, nu comme un ver et seulement chargé de ses armes et du sac de diamants, il se mit à courir comme un dératé. Une demi-heure plus tard, alors qu'il essayait en vain de reprendre son souffle, il mesura la futilité de sa tentative. Jamais il n'atteindrait la côte, d'autant que sa nudité le rendait encore plus vulnérable. C'est donc un Kraski terrifié et désespéré qui se remit en marche en titubant de fatigue. Cette nuit-là, à moitié mort de faim et de froid, il s'installa sur la fourche d'un arbre. Tout autour de lui, les créatures de la jungle rugissaient, hurlaient et grognaient dans l'obscurité. Lorsqu'il parvint enfin à somnoler, ce fut pour rêver de créatures plus horribles encore. Enfin, le jour se leva, et d'une démarche mal assurée, Kraski reprit sa route vers l'ouest. Dans un état second, accablé de peur, de fatigue et de souffrance, il ne cessait de trébucher. Il faiblissait d'heure en heure, car il n'avait ni mangé ni bu depuis qu'il avait quitté ses compagnons un jour et demi plus tôt. Il était bientôt midi lorsqu'il lui sembla entendre des voix non loin de là. Il rassembla ce qui lui restait de force et tenta de localiser leur propriétaire. Il finit par apercevoir une clairière au milieu de laquelle coulait une rivière boueuse. Sur la berge se dressait une petite hutte, entourée d'une palissade protégée par des épineux. À présent, Kraski distinguait mieux les voix, celle d'une femme d'abord, manifestement en colère, puis celle d'un homme. Soudain, les yeux de Kraski s'arrondirent de surprise et de terreur mêlée, car c'était Esteban Miranda et Flora Hawkes qui l'entendaient, deux êtres qu'il croyait morts depuis longtemps. Mais Karl Kraski n'avait jamais été très porté sur le surnaturel, et pour autant qu'il sache, les esprits n'habitaient pas dans des huttes. Revenu de sa stupeur, il se fit un pagne à l'aide de longues herbes tressées, de crainte que ses complices ne le reconnaissent pas et l'attaquent. Il appela Esteban par son nom. Celui-ci sortit immédiatement, suivi par la jeune femme. Tous deux dévisagèrent le nouveau venu d'un air incrédule. « Vous ne me reconnaissez pas, c'est moi, Karl Kraski. »« Karl » s'exclama Flora. Elle se lança vers lui, mais Esteban la retint par le poignet. « Que fais-tu ici » demanda l'Espagnol. « J'essaie de rejoindre la côte, je suis presque mort de fatigue et de faim. »« La côte se trouve par là, » rétorqua l'Espagnol en désignant l'est. « Passe ton chemin, Kraski, tu n'es pas le bienvenu ici. »« Tu ne veux même pas me donner à boire et à manger ?» Esteban secoua la tête.
De l'eau en voilà, répliqua-t-il en montrant la rivière. Et pour celui qui ne manque ni d'intelligence ni de courage, la jungle regorge de nourriture. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça, s'indigna Flora, je ne pensais pas que vous étiez aussi cruel. Elle se tourna vers le Russe. Ne partez pas, Karl, je vous en prie, sauvez-moi des griffes de ce démon. Alors poussez-vous, ordonna Kraski. Dès que Flora se fut libérée de l'étreinte de l'Espagnol, Kraski leva son pistolet et tira. Mais il manqua sa cible. Esteban en profita pour dégainer la courte dague qu'il avait si bien appris à manipuler. Avant que Kraski ait pu réagir, la pointe acérée s'était enfoncée dans sa poitrine. Sans un cri, il s'écroula aux pieds de son ennemi et rival. Constatant que son adversaire était mort, Esteban s'avança pour récupérer sa dague ainsi que les armes de Kraski. Ce faisant, il aperçut le petit sac que le Russe avait attaché à sa taille. Il s'en saisit aussi et le rapporta dans la hutte, se promettant d'en examiner le contenu plus tard. « Pauvre Karl » gémit Flora. Puis elle se tourna vers Esteban, espèce de brute. Il éclata de rire. « Oui, je suis une brute. Je m'appelle Tarzan des grands singes, et celui qui ose me nommer autrement s'expose à une mort certaine. » Flora le regarda et frissonna. Elle était seule dans la jungle en compagnie d'un démon. « Je vous hais, vous êtes pire qu'un animal. Oui, mais tu m'appartiens, Flora, et je te tuerai plutôt que de te savoir entre les bras d'un autre. » Elle s'interrompit, et son regard se porta vers la hutte. Voyons plutôt ce que le Russe cachait dans son petit sac. On dirait des munitions. Il dénoua le lien qui fermait le sac et versa une partie de son contenu sur le sol de la hutte. « D'où Jésus ?» alayhi salam, s'exclama l'Espagnol, des diamants. « Oui, par centaines. Où a-t-il pu les trouver ? Je n'en sais rien et je m'en moque. Ils sont à moi maintenant. Je suis riche, Flora, et si tu sais où est ton intérêt, tu partageras cette fortune avec moi. » Flora Hawkes plissa les yeux. La vue des diamants avait réveillé sa cupidité et avivé sa haine pour l'Espagnol. Plus que jamais, elle était déterminée à tuer Esteban. Elle ne l'avait pas fait auparavant car elle avait trop peur de se retrouver seule dans la jungle, mais à présent, la soif de richesse l'emportait sur ses craintes. Le salaire de la peur n'était autre qu'une vie de luxe. Tarzan suivait la piste, des porteurs noirs et des esclaves libérés. Partout on lui racontait la même histoire. Personne n'avait revu Louvigny depuis la nuit de la bataille. Tout à son chagrin et à sa quête, l'homme singe ne s'était pas encore aperçu de la disparition des diamants. Lorsqu'il se rendit compte qu'il les avait perdus, il en vint rapidement soupçonner les Européens, ce qui raviva sa colère. Quelque temps après, Tarzan repéra des empreintes sur la piste qui menait à la côte. Le soleil embrassait la cime des arbres, lorsque Tarzan déboucha dans une clairière où, sur la berge d'une rivière, se dressait une petite hutte entourée d'épines. En silence, il s'approcha et découvrit le corps d'un blanc près de la palissade. Il devina qu'il s'agissait de fugitifs, qu'il recherchait, et que ces assassins avaient été certainement volés le sac de diamants. En examinant de plus près leurs traces, Tarzan s'aperçut qu'elles appartenaient à un homme et une femme. Tarzan les suivit et ne tarda pas à se rendre compte que la femme traînait en arrière. Elle devait être épuisée et il était visible qu'elle boitait.